Merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision pour ce nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir pour vous sur ce plateau que des économistes. La raison, c'est tout simplement parce que nous parlons du projet du budget 2020, du budget pour l'exercice 2020 qui a été présenté et défendu devant les députés par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Après avoir répondu aux préoccupations des députés nationaux, le projet du budget pour l'exercice 2020 a été jugé recevable. Et aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons décortiquer le contenu de ce projet du budget chiffré à 10 milliards de dollars américains. Et pour le faire, nous recevons sur ce plateau Jacques Dromois. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes analyste politique et économiste aussi. En effet, madame. Ted Belishaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant financier et économiste. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va devoir décortiquer le projet du budget 2020 qui a été chiffré à 10 milliards de dollars américains. Jacques Dromois, vous pensez que ce budget est réaliste? Madame, si nous disons que ce budget est réaliste, je pourrais dire oui, dans la mesure où, madame, il a été démontré que dans ces pays, d'après certaines études, il y a environ 15 milliards de dollars américains qui échappent chaque année au trésor public. Et ça, je m'appuie essentiellement aux sur études du professeur Moukoko. Ah, J'insiste sur ce que le professeur Moukoko avait fait en ce qui concerne le coulage des recettes publiques. Donc, 10 milliards, c'est déjà minimum. Et j'ose croire que s'il y a une bonne volonté et qu'il y a des mesures d'encadrement qui peuvent suivre en termes de collecte des recettes, on pourra bel et bien arriver à réunir ces moyens pour effectivement exécuter les dépenses qui sont prévues, madame. Mais c'est déjà un progrès de 7 milliards. Oui, le progrès, c'est milliards. un grand pas, madame. On a eu à dénoncer ici la modicité de la première proposition qui tournait autour de 7 milliards. Nous avons dit que le Congo mérite mieux que ça. C'est vrai que les 10 milliards ne représentent encore qu'une goutte d'eau dans l'océan actuellement, mais vaut mieux commencer quelque part. Mais il faut se dire aussi une chose, madame, c'est bien beau de faire des prévisions en termes en ces chiffres-là, 10 milliards, c'est encore que prévisionnel, c'est sur papier. Il va falloir que par la suite, qu'il y ait une certaine rigueur, une certaine orthodoxie en termes de collecte des recettes pour que ces dépenses qui sont déjà bouquées puissent être effectivement Nous allons en parler. réalisées. Nous allons en parler. Je signale quand même qu'on sera également rejoint sur ce plateau par Ben Brian Bouy, qui est aussi économiste. Ted Belishaï, je me tourne vers vous. Vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale. Le projet du budget a été jugé recevable. Vous pensez que les députés ont fait ce travail sans complaisance? Ça a été analysé sans complaisance? Je crois que la recevabilité d'un projet... je crois qu'il n'y a pas encore un travail de fond. Le travail de fond, souvent, ça se fait au niveau des commissions. De la commission. Donc, du coup, chaque groupe parlementaire et certains députés ont pu réagir en soulevant quelques incohérences. Donc, je peux suivre quelques interventions pertinentes de députés, notamment, on a de crédits sur des institutions qui n'existent plus ou qui sont plus nécessaires. Je peux comprendre qu'il y a par exemple un crédit pour une structure qui était créée pour la concertation nationale. Donc ce sont des trucs à éviter. Et il y a aussi le CELSA, je ne vois pas pourquoi... il y a un crédit de CELSA qui dépasse même le crédit prévu pour la recherche et scientifique. quand on sait que son travail a déjà pris fin. Bien sûr, ce sont des incohérences que les députés ont relevées et je salue leurs interventions pertinentes à l'Assemblée nationale. Alors, du coup, il faut saluer les efforts parce que c'est quand même un accroissement de 63% par rapport au budget de l'exercice 2018. Donc, vous sentez qu'il y a de la volonté dans le chef du président de la République et du Premier ministre à faire quelque chose et à avoir un budget à l'image de notre pays. Voilà. Alors maintenant, on va parler des chiffres. Placer le budget 2020 à 10 milliards.
c'est une ambition légitime du gouvernement, mais sa réalisation reste un challenge, un véritable défi à relever. Oui, une fois de plus, moi je suis un économiste monétariste, donc je voulais bien qu'on parle de notre monnaie. Parce qu'en économie, la mauvaise monnaie, qui dans notre contexte, c'est le dollar, chasse toujours la bonne. Donc si déjà dans notre mentalité, on peut être fier en parlant de chiffres, en mettant notre monnaie, ça bon, déjà en francs congolais, les 10 milliards, ça fait 16 000 milliards. 16 000 milliards, ouais. Ok, on va retenir ça. Milliards, oui, 16 000 milliards, c'est ça notre budget, 16 000 milliards. Et voilà, là maintenant on peut repartir. Oui. Voilà. Oui. 16 000 milliards de francs congolais, c'est un véritable défi à relever ça. Tout à fait. Et le gouvernement a conscience de ça. Ils ont fait de conseils de ministres marathon pour valider ça. Et là encore, je salue la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il y avait des hésitations, même les gens se posaient des questions si on pouvait avoir un budget à 2 chiffres ambitieux, quoi. Oui, donc du coup, il y a des mesures incitatives, donc il y a 28 mesures incitatives, et moi je retiens, les mesures principales que je retiens, c'est la maximisation des ressources internes, le déploiement du guichet unique, parce que les guichets uniques que vous voyez dans certaines frontières, il n'y a pas de guichet unique informatisé. Oui. Donc il y a juste certaines frontières où il y a des frontières où il y a des guichets uniques, il y a d'autres pas. Donc l'ambition est de déployer les guichets uniques sur toute l'étendue de la République pour canaliser le recette. Ça, c'est une mesure très importante, surtout que la DGDA a près de 70% de ressources à mobiliser. Justement, en parlant de la DGDA, oui. Ça fait quand même beaucoup, un taux d'accroissement de plus de 60%, quand on sait déjà que ces régies financières ont du mal à mobiliser les recettes. Oui, donc la DGDA, ça fait beaucoup, on lui exige beaucoup, mais notamment la DGDA, par des mesures incitatives à prendre, je crois qu'elle peut arriver. Je veux vous informer de quelque chose. Vous savez, souvent, les recettes de la DGDA, ils suivent des recettes de 3 manières. Il y a de recettes réalisées, il y a de recettes comptabilisées. Réalisées, ce sont de recettes qui ne sont pas encore comptabilisées, mais ils ont des informations par de bulletins des liquidations que ces recettes ont été réalisées. Oui. Après, il faut qu'il y ait une comptabilisation. Après, il y a de recettes encaissées à la Banque centrale. Oui. Ce qui fait que de ces 3 recettes, souvent, c'est des chiffres différents. Et de 2 sources de recettes, de leurs 2 recettes en termes de leur façon de saisir les informations, les recettes réalisées et les recettes comptabilisées sont souvent inférieures aux recettes encaissées par la banque centrale. Ce qui fait que souvent, la DGDA n'a pas de choix que de suivre le recette de la Banque centrale, les chiffres communiqués par la Banque centrale. Ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que les recettes tombent dans la Banque centrale sans que la DGDA ait des informations pour justifier cela. Alors, comment faire pour juguler ça ? Justement, la mesure qui concerne le déploiement des guichets uniques est très importante. Parce que ça va permettre à la DGDA de suivre en live le recette qui entre, mais en même temps, moi je demanderais qu'on annexe le guichet unique à la comptabilité pour que les informations des Sidonia, parce que les guichets uniques c'est Sidonia, se déversent directement en comptabilité, qu'on évite de paperasse. Merci Ted Bélécha, on va revenir vers vous. Jacques Dromois, ce budget connaît un taux d'accroissement de 39,9% par rapport à l'année 2019 et les salaires représentent 33,1% du budget. Alors si le gouvernement ne parvient pas à mobiliser les 10 milliards, il y a la tension salariale qui risque d'être persistante là. Merci madame. Vous savez madame, on dit toujours que les dépenses sont illimitées, mais les ressources pour les réaliser sont toujours limitées. Si on a réussi à déterminer les dépenses qui vont être faites, il reste un exercice très important à réaliser pour arriver à mobiliser des recettes afin d'exécuter ces dépenses-là. Parce que si on ne les fait pas, madame, convenablement, m'en vais donner certains exemples ici après.
nous allons tomber à ce qu'on a connu les années passées. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, on a fait la reddition des comptes. Il a été démontré que les taux d'exécution budgétaire de l'exercice 2019 tournent autour de 60%. Donc, en d'autres termes, on a pu collecter des recettes que d'ordre de 60% sur les budgets de 7 ou 4 milliards qui a été adopté. Encore que le taux qui était prévu a été totalement dépassé, n'est-ce pas? Donc, on a pu récolter les recettes à cette hauteur-là pour exécuter, bien évidemment, les dépenses au prorata des recettes collectées, qu'on se le dise. Alors, il va falloir maintenant que, quand on a pris cette bonne initiative-là, de rehausser les niveaux de budget, il va falloir maintenant qu'on mette des garde-fous pour qu'on arrive effectivement à mobiliser ces recettes-là afin que l'exécution des dépenses ne puisse en souffrir. Voilà. Dans la reddition des comptes qui vient d'être faite par le Premier ministre, un des députés a même soulevé un problème qui nous a fait tous jaser, notamment le dépassement budgétaire en termes d'exécution de certains postes. On prend que les fournitures bureau, madame, on a prévu à peu près 88 millions de dollars américains. Les fournitures bureau ont été consommées à hauteur de 230 à peu près millions de dollars américains. Vous voyez le dépassement qui va au-delà de plus de 10% conformément aux normes. On se pose même la question si le budget est un outil de planification. Merci beaucoup, madame. Ça veut dire tout simplement que, au-delà de la planification qu'on a faite, il y a un souci d'orthodoxie de la gestion de ces budgets pour éviter qu'on tombe dans ces genres de cas qui frisent à la limite le détournement des deniers publics. Déjà, je suis convaincu qu'on aura toute la peine du monde à mobiliser ces recettes-là, connaissant l'historique même des recettes réalisées par... C'est du pessimisme, là. Je ne suis pas pessimiste, mais je pense que nous partons toujours du passé. On voit ce qui a été fait l'année passée, les années passées, ou pour ne pas dire les années avant, pour se projeter sur ce qui va être fait aujourd'hui et demain. Mais laissez-moi vous dire, madame, une chose. Quand vous allez dans la composition de ces budgets, vous allez vous rendre que c'est un budget qui est essentiellement orienté vers la consommation. La part réservée à l'investissement, c'est quasi inexistant. C'est quasi inexistant. Or, on ne peut espérer améliorer les conditions de vie de cette population sans aller vers l'investissement. Et dans l'investissement ici, je vois essentiellement le secteur agricole. Regardez les pourcentages réservés dans le secteur agricole dans ces budgets. Vous allez vous rendre compte que ça ne représente pas encore grand-chose. Or, si vous prenez le taux d'échange qui a permis d'élaborer ce budget, les taux prévisionnels tournent autour de 1682. Mais si vous allez déjà sur le marché, on est à 1700. On est déjà à 1700, 1705 même. Le taux d'inflation prévisionnel est à peu près de 6,5. Donc, je suis convaincu que s'il n'y a pas de mesures d'encadrement qui vont suivre, demain, ce budget-là ne représentera plus 10 milliards, l'équivalent en francs congolais de 10 milliards de dollars américains. Ça sera même moins que ça. Et comme vous avez dit ici, madame, que la majeure partie de ces budgets, c'est essentiellement de la consommation, notamment le paiement des salaires. Ces salaires-là vont en souffrir. Il y aura une perte du pouvoir d'achat de cette population, et cette perte de pouvoir d'achat de la population va soulever la grogne sociale, madame. Donc, le Premier ministre a intérêt, dès maintenant, à prendre toutes les mesures idoines pour arriver à encadrer le recette et à préserver ce cadre macroéconomique qui a permis d'élaborer ce budget. Merci. Tête Belichet, je me tourne vers vous. En parlant justement des salaires, on voit bien que le gouvernement se focalise plus sur les enseignants, mais oublie les médecins par exemple, les fonctionnaires, les hommes en uniforme. Déjà, quand on parle du budget, j'aurais bien voulu avoir la répartition, sur base de quoi on nous dit on oublie X catégorie et Y catégorie, là je ne sais pas le dire.
Ce qui est vrai, il y a un effort significatif qui a été fait sur... parce qu'il y a des innovations dans ce budget. Oui, tout à fait. Et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, c'est l'une de ces innovations. Il y a aussi la couverture santé universelle. Il y a aussi le barrage la construction du port en eau profonde de Banana. Ce sont des innovations principales. Donc, on aura d'ailleurs le temps d'en parler aussi. Il y a eu un effort par rapport pour soutenir la réforme, pour rendre effectif justement la gratuité de l'enseignement primaire. Et c'est pour cela, vous voyez qu'il y a assez de ressources dégagées pour ce secteur. Et je crois que c'est très important. Quand il y a de la gratuité de l'enseignement, l'avantage est que ça dégage un pouvoir d'achat supplémentaire pour les ménages. C'est-à-dire, si vous regardez bien, dans la structure de consommation de ménages, la part de l'éducation et du logement est très importante. Ce sont des parts qui prennent beaucoup de place dans les ménages. Quand vous soulagez un parent qui avait 3 enfants, qui a envoyé 3 enfants à l'école primaire, et il y a des écoles primaires où on paye en moyenne $500 par an, et ça fait 1500. S'il ne paye pas, le parent peut dégager ses ressources pour autre chose. Donc la gratuité de l'enseignement fait beaucoup de bien et soulage. Et d'ailleurs, cette gratuité, elle est saluée par tous. Oui. Mais maintenant, la crainte, c'est que si le gouvernement n'arrive pas à respecter ses engagements, et surtout si le taux d'exécution n'est pas respecté, il y aura une influence négative sur la qualité même de l'enseignement. Tout à fait. Pour ça, là encore, j'ai suivi le débat. J'ai compris que dans la reddition des comptes, il y a plus de 80% pour 80% d'exécution des recettes. Parce qu'en octobre, on était aux environs de 60%. Mais lors de la reddition des comptes, j'étais agréablement surpris d'apprendre qu'on était à plus de 80%. Et si vous regardez notre budget qui est à 16 000 milliards, les 80%, ça fait déjà la mobilisation de ressources internes. Donc je crois que je me faisais des soucis aussi parce que septembre, on était à 60%, mais là, on est déjà à 80%. Si on arrive à mobiliser le 80% de 10 milliards, moi je suis sûr qu'il n'y aura pas de tension sociale. Et puis si on arrive à mettre en application toutes les mesures incitatives à la mobilisation, dont l'une des mesures principales, je voulais dire, c'est la certification de nos réserves minières et d'hydrocarbures. C'est très important parce que ce qui nous pousse parfois à signer des contrats léonais, c'est parce que nous ne savons même pas ce que regorge notre sous-sol. Donc du coup, ça aussi c'est une mesure importante à mettre en place. Et puis il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption pour éviter justement le courage. Surtout le coulage de recettes publiques. Alors je vous l'annonçais au début de cette émission, on est rejoint par Ben Brian Mbouyi. Bonjour. Bonjour Madame Rita. Vous êtes économiste. Voilà, on est en train de décortiquer le projet du budget pour l'exercice 2020. Alors là, on parle de la gratuité de l'enseignement. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État avait annoncé que pour l'éducation, l'enveloppe allouée à ces secteurs serait de 20% par rapport au budget. Et là, en suivant la présentation du Premier ministre, c'est 11% qui a été alloué à l'éducation. Est-ce que la gratuité ne va pas souffrir? Est-ce qu'elle sera vraiment effective? Je vais commencer par m'excuser du retard. Je vous en prie. On connaît les réalités à Kin. Merci beaucoup de comprendre. Et donc, vous le dites, 1,04 milliard alloué à l'éducation cette année, ou l'exercice 2020. Je me dis, c'est pas suffisant. Quand on sait que l'enveloppe totale, c'est 2,5 milliards. Voilà, justement. Et pendant que j'étais en train de me rendre ici sur votre plateau, j'ai vu des élèves en train de manifester pour réclamer l'effectivité de la gratuité ou encore ne serait-ce que d'avoir accès aux cours. Parce que le professeur au jour d'aujourd'hui ne veut plus donner cours. Il y a un sérieux problème sur la gratuité de l'enseignement. Mais je me dis que ce sont des efforts qu'il faut fournir. Vous savez, lorsque je parcours un peu le budget, je vois qu'il y a des accroissements un peu partout. C'est-à-dire que sur la défense, par exemple, il y a un accroissement d'environ 60%. Dans tous les secteurs presque, on est en train de fournir des efforts. Alors, je me dis que
ce n'est pas encore suffisant, mais il est nécessaire que l'on puisse fournir des efforts. La gratuité va souffrir un peu, malheureusement, c'est ça la réalité. Elle va souffrir un peu de cette impréparation, je vais dire. Ce manque de préparation, on ne l'a pas préparé assez, ça va souffrir dans l'effectivité et on se rend compte que... Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait y aller progressivement? Ah non. Quand on sait combien d'argent, quand on sait les sommes qui fuitent, n'est-ce pas, qui échappent au trésor public, on se dit qu'il y a lieu qu'on puisse d'abord poser les jalons. Poser les jalons, pour moi, ça veut dire on décrète cette gratuité et puis on va se battre pour mobiliser le recette, pour mobiliser le fonds. Donc dire qu'on va y aller palier par palier, mollo, moi je pense que c'est une fuite de responsabilité. Pour moi, d'abord poser les jalons et puis après on va trouver le fonds. C'est pas l'argent qui manque en tout cas. Voilà, la santé, on en parle aussi. Jacques Dromois, la part du budget alloué à ces secteurs est jugée faible. Pourtant, les défis à relever sont énormes. Alors, certains analystes estiment aussi qu'ils préconisent au fait qu'il y ait une tripartite, budget, finance, santé, pour décider sur les dépenses prioritaires. Madame, avant d'aborder ces points-là, je voudrais revenir sur ce que M. Ben a dit. Jeter les jalons, c'est une chose, mais entre-temps, l'enseignement en souffrait. L'avenir des enfants est hypothéqué. On ne peut faire que la politique de ces moyens. Si nous n'en avons pas assez, pourquoi avoir les yeux plus gros que son ventre? C'est très important actuellement de se dire qu'il y a des soucis énormes et personne ne les nie. Chercher des moyens, ça prendra du temps, mais il faut prendre une décision pour arrêter cette hémorragie. Les enfants n'étudient pas actuellement. L'année scolaire, c'est à peine 9 mois. S'ils perdent déjà 1-2 mois, comment vont-ils les rattraper? Est-ce que va-t-on droit vers une année blanche? Voilà autant de questions que les parents sont en train de se poser. Donc il aurait été mieux, avant de prendre une décision que tout le monde est en train de saluer, de l'étudier convenablement et de se poser la question de savoir est-ce que dispose-t-on de moyens pour l'appliquer dans son intégralité comme on le veut? Bon, il y a aussi la Banque mondiale qui promet son appui. Vous savez, entre les mois où la Banque mondiale vous promet et la réalisation, il peut se passer toute une année, madame. Entre-temps, les enfants deviennent quoi? Pour le moment, la vérité est que les enfants sont dans la rue. Les enseignants n'enseignent pas. Donc, comme nous disons, il va falloir prendre des mesures qui s'imposent pour qu'on arrive à disponibiliser, à orienter les moyens nécessaires dans ce secteur afin que cette décision qui a été déjà prise ne souffre d'aucune insuffisance d'application. Voilà. Revenons maintenant au problème de la santé. De la santé, madame. Vous savez, ça nous fait très mal. Nous avons eu à parler de ces problèmes depuis très longtemps. Nous sommes ces pays-là, je pense, bon, ça c'est les lots des pays du tiers-monde, où la couverture sanitaire, notamment ce qu'on appelle l'assurance santé, n'existe presque pas. Il n'y a qu'à aller dans les hôpitaux publics, madame. Vous allez vous rendre compte que ce sont des mouroirs. Vous y allez, ça sent les odeurs que personne ne peut supporter. Vous ne verrez pas les étrangers qui habitent nos pays aller dans ces hôpitaux parce que, quelque part, le secteur de la santé est délaissé. Bon, maintenant, avec l'actuel budget, on a alloué un pourcentage. C'est vrai, on dit qu'il y a un effort qui a été fait, mais cet effort-là ne représente pas encore grand-chose quand on apprend que ça et là, il y a des détournements des deniers publics qui pouvaient bien être orientés vers l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. N'oubliez pas qu'on dit un corps sain dans un esprit sain. Donc, si la santé est délaissée et considérée comme le parent pauvre dans notre pays, madame, je pense que même le développement que nous voulons dans les jours à venir risque d'en souffrir terriblement. Alors, Ted Béléchey, ce projet du budget soulève plusieurs questions. L'accroissement exponentiel de ces budgets est tributaire en grande partie des réalisations des promesses, dons et emprunts. Alors, ces appuis sont attendus du FMI et de la Banque mondiale. Mais on sait aussi qu'avec ces institutions de Bretton Woods, c'est pas facile de conclure un programme. Il y a trop de préalables et tout ça. Est-ce que le gouvernement a des garanties? Est-ce que ça va être facile de conclure un programme formel avec ces institutions?
Oui, merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, je voulais démentir de manière formelle les propos selon lesquels les enfants sont dans la rue. Donc, il est totalement faux de le dire. Les enfants sont dans les écoles. Et puis, si quoi a été clair, il n'y a que 12 écoles à Kinshasa où les enseignants de l'école primaire ne dispensent pas les cours. 12 écoles. Donc, Monsieur Bélécha, on va quand même citer ces écoles-là. Oui. Par exemple, le collège Boboto. Tout à fait. Les élèves ne vont pas à l'école. S'ils sont dans la rue, c'est pour réclamer. Non, mais dire que les enfants sont dans la rue, c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. Je m'insurge contre ce propos. Donc, les écoles catholiques où nos élites sont formées ne représentent que moins de 1% de l'effectif de toutes les écoles de la République. Nous comprenons qu'ils perdent le pouvoir d'achat. Mais voilà, mais il fallait commencer quelque part. La réforme, quelle que soit la préparation, il aurait eu de quoi. Je bien dit, quelle que soit la préparation. Parce qu'il n'y a pas eu de gratuité, ça fait plus de 20 ans. Quelle que soit la préparation, vous pouvez prendre tout le plan possible dans un pays comme le nôtre où les données ne sont pas fiables, où rien n'est sûr, rien n'est exact. On n'aurait jamais eu une réforme sans quoi. Il y a eu une réforme de l'impôt en France. La première déclaration, il y a eu des couacs. Il y a eu une réforme parce qu'ils étaient dans un système où chacun déclarait. Maintenant, déclaratif. Oui, déclaratif. Maintenant, c'était indirect. C'est-à-dire qu'ils ont changé les systèmes. Mais il y a eu des claques, il y a eu des couacs. Toute réforme, il y a toujours des couacs. Donc, il est totalement faux de dire ça. Donc, nous, on est conscients du fait que les écoles élites conventionnées catholiques, même protestantes, ce sont des écoles où c'était pas donné à tout le monde d'aller, c'est pas donné à tout le monde d'aller à Boboto, c'est pas donné à tout le monde d'aller au collège Saint-Raphaël, c'est pas donné à tout le monde d'aller au collège Elika, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça représente moins de 1%. Néanmoins, on est conscient que les enseignants qui dispensaient des cours là-bas ont perdu un certain pouvoir d'achat et le gouvernement est conscient de ça. On règle d'abord le nœud du problème, après on va régler le cas particulier. Donc il est totalement faux de dire que c'est toutes les écoles. Là vraiment je m'insurge contre ce propos. C'était pour préciser cette vérité. Voilà. Mais non, pour ce qui concerne les institutions de Bretton Woods, oui, il y a toujours des conditionnalités. Et là encore, tout le monde voit la bonne foi du chef de l'État. C'est pour cela, même si tout n'est pas en ordre, même si nous n'avons pas encore, la République n'est pas en mesure de répondre à toutes ces conditionnalités, le FMI est déterminé à accompagner le gouvernement de la République et le chef de l'État. Et il y a eu des missions qui sont venues. On a confirmé qu'on aura déjà un contrat avant d'avoir un programme formel. Ils vont déjà nous soutenir en termes de réserve d'échange avant qu'on ait un contrat formel. Et tout à fait, parce que la gestion de l'exercice 2018, c'est pas totalement une gestion de ce régime, du régime cash FCC. Voilà. C'est quand même un exercice où nous avons déjà trouvé le budget voté. C'était une période transitoire. Oui, tout à fait. Là, le vrai budget de ce régime, c'est le premier budget de ce régime, c'est le budget 2020. Et là, je suis sûr que le Premier ministre et le chef d'État sont déterminés à entrer en programme avec le FMI. Et vous allez voir que nous, dans la stratégie du gouvernement, on ne se repose pas on se repose pas qu'aux promesses, parce que on prévoit plus de 80% de recettes. Et il est prévu plus de 80% que les recettes soient mobilisées sur le plan interne. Okay. Donc du coup, vous voyez bien que les recettes extérieures sont quand même marginalisées. Donc je crois qu'avec le recette interne, nous pourrons déjà faire quelque chose et le pays peut aller de là. Merci Tête Bélécheuil. On va parler élections. Ben Brian Bouy, l'enveloppe prévue pour la CENI, c'est 130 millions de dollars américains. En francs congolais, je ne sais pas Tête ce que ça donne. Alors c'est une enveloppe qui est jugée insuffisante pour organiser ces élections quand on sait que la CENI avait chiffré ces élections, le coût de ces élections à 400 millions de dollars américains. Alors là encore, ça dénote un manque de volonté politique de la part du gouvernement d'organiser ces élections. Vous parlez des élections locales? Les élections locales, bien sûr. Alors, ils ont été clairs là-dessus. Monsieur Gilbert Kankondé l'a dit. Ils ne peuvent pas organiser ces élections, ni maintenant, ni en 2020.
c'est clair comme ça, il n'y a pas de volonté, ils ne vont pas le faire. Alors, que je revienne un tout petit peu avant de rebondir, que je rebondisse un peu sur ce que disait M. Béléchaï. Je comprends très bien, c'est le parti au pouvoir, qu'il veille bien défendre ce qu'il défend, mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment, on a de petits problèmes. Le président le sait, le cardinal l'a dit, on a de petits problèmes dans l'éducation. Voilà. Le Premier ministre a dit que c'est une réforme qui doit souffrir de problèmes. Voilà. Donc, reconnaissons quand même qu'il y a de sérieux problèmes. C'est inhérent à toutes les réformes. Et ça, c'est vrai. Mais vous parlez maintenant de l'apport de FMI, des institutions de Bretton Woods. Il faut qu'on se dise des choses. Il n'y a pas d'amitié entre pays, il n'y a que des intérêts. S'ils veulent nous prêter de l'argent, s'ils veulent faire des dons, des donations, ça veut dire qu'ils vont retirer. Ils auront à retirer ça d'une autre manière. Mais ce que j'aime, est-ce que M. Béléchaï disait en passant, 84,7% de budget interne, c'est-à-dire de ressources internes. On va plus mobiliser ici. Mais il faut que je dise quelque chose, madame. Notre pays, on dit toujours que notre pays dépend tout du secteur minier. Mais le secteur minier, quand je parcours le budget, il ne fait presque rien ici dans notre budget. Le secteur minier n'intervient presque pas. C'est moins de 18% de contribution à ce budget. Pourtant, on produit beaucoup. Pourtant, on produit et c'est 93% de notre exportation. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je ne comprends pas. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de produire, le président Tshisekedi dit souvent qu'il est temps que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Mais le sous-sol qui nous fait souffrir autant, il ne nous apporte rien dans le budget. Quand vous prenez le rapport ITIE de l'année 2016, le secteur extractif, c'est-à-dire le minier, le pétrolier, n'en contribue qu'à hauteur de 18%, alors que c'est 93% de nos exportations. Moi, je ne comprends rien. Il y a des sérieux problèmes dans ces domaines-là. Il faut qu'on fasse un sérieux suivi dans le secteur minier pétrolier, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui vont par là. Peut-être que si nous arrivons à mobiliser tout cet argent, nous n'aurons pas à attendre les FMI, la Banque mondiale et les autres. Et surtout si le nouveau code minier est vraiment mis en application. Mis en application. Et donc, disons les choses comme il se doit. Le Premier ministre, je l'ai entendu dire qu'ils vont faire de réserves pour la CENI, peut-être en préparation des élections de 2023. 2023, ça va commencer de 2021 à 2022. Voilà. De ce point de vue-là, nous sommes d'accord, nous sommes même flattés du fait que nous n'allons pas avoir de problème, nous n'allons pas avoir de glissement. En tout cas... Mais pour les élections locales, on oublie. Non, les élections locales, ça a été clair. Même si je ne partage pas ce point de vue, même si ça me déplaît énormément. Mais M. Gilbert Kankonde l'a dit, la CENI, elle aussi l'a dit. J'ai comme l'impression que personne n'y pense en tout cas, que ce soit les amis du cash, alors que M. Béléchaï pouvait bien faire un conseiller municipal, mais bon, ça les préoccupe peu aujourd'hui. Personne ne veut parler de cette question-là. On va se partager les entreprises publiques, on va se partager le ministère et le cabinet, et puis on va dormir sous nos lauriers, quoi. Donc pour eux, c'est clair, pas des élections locales. Le reste, ça compte pour du beurre. Ah, voilà. Voilà, un projet de budget à 10 milliards de dollars américains, Jacques Dromois, c'est ambitieux. Mais alors, comment le gouvernement peut arriver à mobiliser plus quand on a une économie extravertie? On ne produit presque pas. Quelle stratégie mettre en place pour stimuler notre production? Madame, merci beaucoup. J'ai dit tantôt ici, et je voudrais rebondir sur ce que monsieur a dit. Aucun pays ne se développe grâce aux institutions de Bretton Woods. Il faut les retenir. Il va falloir qu'à l'interne, qu'il y ait des réformes courageuses dans tous les domaines pour arriver à canaliser le peu de recettes que nous avons vers les trésors publics. Ça, c'est la première des choses. Madame, et par la suite, j'ai dit ici que si vous regardez le contenu de ces budgets, vous allez vous rendre compte qu'il est orienté essentiellement vers la consommation. C'est l'immédiat, c'est les courts termes. On ne voit pas les longs termes ou les moyens termes. Les longs et les moyens termes, c'est à travers les investissements. Le président a dit on veut bien prendre une revanche du sous-sol sur je ne sais pas quoi moi. Mais ça commence par les sols sur les sous-sols. Ça commence par mettre en place un programme agricole. Parce que par l'agriculture, madame, je peux vous assurer, d'ici 3-4 ans, lorsque c'est un programme bien ficelé, pas le programme du genre Bukangalozo, des tristes mémoires, je suis convaincu que ce budget-là peut quitter les 10 milliards vers plus que ça. Donc je me dis, pour arriver à réaliser les recettes qui sont prévisionnelles jusqu'à la preuve du contraire, il va falloir qu'il y ait des réformes à l'interne. Qu'on arrive à réformer toutes les entreprises publiques. Qu'on arrive à réformer ces entreprises qui sont pourvoyeuses des recettes, en l'occurrence la DGDA, le régime financier en général, parce que là aussi, il y a une fuite énorme des ressources.
Qu'on revienne sur la fameuse TVA, madame. La TVA, madame, aujourd'hui, c'est un canal par lequel les entreprises sont en train de s'enrichir, comme vous n'avez pas l'idée, parce que quelque part, les recettes de cette TVA sont mal encadrées. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ne payent leur personnel que grâce à la TVA, parce que le système étant déclaratif, comme nous le savons, bien que la TVA étant déjà fixée à 16%, mais je vous dis, personne aujourd'hui, dans les entreprises privées en général, n'arrive à payer 10% de cette TVA sur les 16 qu'ils collectent. Donc là, il y a encore du travail pour le Premier ministre afin que, sur le plan interne, si c'est bien fait, je suis convaincu, madame, je crois que c'est parmi les mesures incitatives que vous avez citées tout à l'heure. Passer de 10 milliards, pourquoi pas à 20 milliards et monter crescendo au fil des années. Voilà. Il y a aussi des particularités dans ce budget, notamment la construction du port en eau profonde de Banana, ce qui était quand même un préalable pour la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville. Tout à fait. D'abord, en fait, je voulais placer un mot sur des mesures incitatives à prendre. Il y a aussi la digitalisation. La digitalisation, justement, va nous aider, justement, à maîtriser d'abord l'assiette, parce qu'on a du mal à maîtriser l'assiette. Et du coup, déjà, l'assiette, elle n'est pas énorme, elle n'est pas large, on a du mal à la maîtriser. Et après, il y a de fuites partout. Avec la digitalisation, en fait, dans certains pays, ton numéro d'impôt, permis de conduire, ton passeport, tout ça, ton ID, tout est réglé, tout est lié pour qu'à la fin, on sache, oui, parce que le défi pour des pays en développement, ce sont des impôts directs et des impôts sur les personnes et des impôts réels. Par exemple, vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'il y a des vignettes, il y a toujours des véhicules qui ne payent jamais. Parce que l'impôt, quand il est réel, ça demande d'énormes ressources. Et même quand il faut payer, c'est sous les arbres qu'on les fait souvent. Oui, mais déjà, l'assiette, on n'arrive pas à la maîtriser. Donc, c'est ça il faut digitaliser. Si on arrive à digitaliser l'administration, si on arrive à numériser tout, et là, au moins, on pourra même atteindre, pourquoi pas 50 milliards, 60 milliards. Donc, ce sont des réformes de fond à mettre en place. Pour ce qui est du port, oui, c'est très important. Vous allez vous rendre compte, même le pont Marchal, parce que si vous voulez, le projet Banana est lié. En fait, c'est un projet intégrateur pour notre pays et c'est lié au pont Marchal. Les Japonais qui ont travaillé sur le pont Marchal ont travaillé aussi sur le port de Banana. Vous allez voir que le pont Marchal, c'est un pont route-rail. Et justement, le rail, c'était pour rentabiliser le port à construire sur Banana. Parce que, vous connaissez très bien les avantages économiques de rail. On allait relier Matadi, le rail Matadi-Kin au rail Banana-Matadi, et puis à partir de là, avoir un accès à la mer. En fait, la capitale pouvoir avoir un accès à la mer. Donc c'est un impôt très important et pour le Bas-Congo et pour notre pays, parce qu'il y va de notre souveraineté. Parce que vous allez voir, s'il y a un blanc qui n'était jamais arrivé au Congo, qui nous a coupé les mains, qui a pensé qu'on ait un accès à la mer, je ne peux pas comprendre que nous sacrifions cet accès à la mer pour le pont Brazzaville-Kinshasa. Ça serait totalement incohérent et antipatriotique. Voilà, Ben Brian Mbouyi, ça vous rassure parce que vous étiez parmi les gens qui ont milité pour la construction du port en eau profonde avant le pont route-rail Kin-Brazza. Oui, carrément, c'est un soulagement, et j'espère qu'on va réaliser cette prévision, ce qui n'est qu'une prévision, on va la réaliser parce que c'est très important pour l'intégration économique. Vous savez, on a signé récemment le protocole avec la SLEC, là, nous avons besoin que nous soyons d'abord fortifiés en matière d'infrastructures. Il faut que nous ayons des infrastructures qui puissent permettre la concurrence pour pas que nous soyons juste que nous subissons, que nous puissions acheter ce que les autres produisent, mais que nous soyons en mesure de produire et n'est-ce pas de
d'importer aussi. Donc voilà, nous, à ce niveau-là, ça nous plaît. Mais j'aimerais revenir sur les efforts que doit fournir le gouvernement pour rentabiliser ou même pour mobiliser les recettes. Je me rends compte que 84% du budget, ce sont de ressources internes, mais que la part du lion est gagnée par le secteur de douane et axes qui prend 70%. C'est déjà assez important, mais je me dis que si M. Domois disait tout à l'heure que qu'il y a encore de coulage de recettes par là, je me dis, si on colmate le brèche, si on fait beaucoup d'efforts, on va avoir beaucoup trop d'argent dans ces secteurs-là aussi. C'est ce que disait M. Béléchaï, c'est-à-dire, si on arrive à digitaliser, comme l'a dit le Premier ministre, si on arrivait à faire tout ce qu'il faut, on va avoir assez de moyens. Et donc, toutes ces mesures, le Premier ministre en a présenté 24 ou 28 mesures qui lui permettent, n'est-ce pas, de récolter le fonds. Je me dis, je connais le Premier ministre comme un pragmatique, n'est-ce pas? S'ils arrivent à mettre en place ce qui n'est qu'une prévision, je crois que 2021 et les années prochaines, nous allons faire mieux. Parce que vous savez, le président Tshisekedi ne nous a pas promis ce budget-là, pas de 10 milliards en tout cas, c'est pas ce qu'il nous a promis. On est encore loin en deçà de ce qu'il a promis. Non, et donc, c'est 80 milliards. Et donc voilà, si on arrivait à fournir des efforts et si on arrivait surtout à mettre du sérieux, on a parlé tout à l'heure de la corruption, qu'on arrive à boucher le trou, qu'on arrive à fermer tout ce trou, ce point de deal où on perd beaucoup trop d'argent. Je crois qu'on pourra y arriver. J'ai aussi remarqué que ce budget c'est pas une innovation, mais une amélioration sur le plan de la défense. On a consacré 355 millions contre 335 en 2019. Justement, un accroissement de 60% environ, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est déjà quelque chose. Vous avez parlé de la santé tout à l'heure. On a eu de sérieux problèmes avec la maladie à virus Ebola. Du coup, on a eu des dépassements dans le budget précédent. Et vous vous rendrez compte, on m'a signalé que sous la présidence de Kabila, il y a eu un dépassement d'environ 80%. Écoutez, Monsieur Domois l'a dit tout au début de l'émission. Justement, que je revienne parce que c'est quand même sérieux. C'est quand même sérieux quand on n'arrive pas à respecter les prévisions. Quand il n'y a pas... Attends, franchement, là, il y a un sérieux problème. Et j'espère, en tout cas pour l'amour du ciel, que le gouvernement Ilunkamba ne va pas céder à ce genre de choses, ne va pas tolérer ce genre de choses. Parce que nous avons vu que dans les premières années du président, il y a eu aussi des dépassements. Voilà, Bobo Ngongo me fait signe qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Monsieur Dromois, la caisse de péréquation, longtemps réclamée par le gouverneur, elle sera bientôt effective avec ce nouveau budget. Madame, on l'espère bien, hein, madame, parce qu'on s'est rendu compte que la dernière fois, les provinces ont eu vraiment à en souffrir. Il y a des provinces qui ne bénéficiaient pratiquement de rien de tout ce qui était mobilisé par les gouvernements centraux. Et j'ose croire cette fois-ci que c'est une décision qui va permettre effectivement à nos provinces de commencer à avoir ne fût-ce que les embryons d'infrastructures, parce que quand vous allez dans nos provinces, c'est vraiment comme si on était encore à l'époque de l'âge de la pierre taillée. Donc c'est très important, c'est bien bon d'avoir dit ça, mais il va falloir qu'on passe en application, qu'on rétrocède réellement ce qu'on promet à ces provinces-là. Voilà. Peut-être Béléchaï, vous avez 1 minute pour conclure. Oui, en fait, moi je salue d'abord la volonté politique du chef de l'État. Beaucoup croyaient, beaucoup ne lui donnaient pas beaucoup de chance pour qu'on atteigne un budget de 10 milliards, mais il a fait preuve de beaucoup de volonté politique. Aujourd'hui, on parle de 16 000 milliards qui équivaut à 10 milliards de dollars. Donc je voulais souligner quelque chose, que c'est pas normal que dans notre budget, les 70% viennent de la DGDA. Il faut renverser ça. Il faut que nos ressources viennent des impôts, c'est-à-dire DGI. Impôts indirects, impôts réels. C'est un vrai souci, c'est-à-dire sans vouloir jeter des fleurs à la DGDA, mais c'est quand même la régie financière la mieux cotée. Non. Ça, j'ai eu en fait, ça traduit juste l'état rudimentaire de notre économie. C'est-à-dire qu'on taxe des biens qu'on n'a pas produits. Voilà. On taxe de biens qu'on n'a pas produits plutôt que de taxer de biens produits, sur notre territoire. C'est un réel problème, c'est pas normal. Donc, dans des États sérieux, les ressources publiques viennent des impôts fiscaux, de recettes fiscales, pas des accises et douanes, viennent de recettes fiscales, et puis ça vient
aussi de l'épargne publique, de l'appel à l'épargne publique. Ça traduit la réalité de notre économie. Oui, donc du coup, il faut... Parce que vous allez vous rendre compte que pour les statistiques qui concernent la TVA, la DGI n'a pas de statistiques. On ne sait pas estimer qu'est-ce qu'on peut récolter en ressources qui viendront. On ne sait pas. C'est fait sciemment. Donc c'est pas estimé. Donc il y a un réel problème. On doit pouvoir maîtriser le recette fiscale, le vrai recette fiscale. C'est pas normal le travail que le gouvernement et l'UNCAMA va devoir faire. Je comprends que là, on dépend de 70% de recettes de la DGDA et je précise que c'est pas normal. On doit renverser ces tendances pour qu'on arrive à mobiliser nos propres ressources taxées sur nos biens. Ben Boyan-Bouy, 1 minute. Alors, moi je vais saluer les efforts, mais qui ne suffisent pas encore. Beaucoup d'efforts pour atteindre déjà ces budgets, beaucoup d'efforts pour maximiser le ressources ou les recettes. Vous avez parlé tout à l'heure du 606 milliards de caisse nationale de péréquation. C'est déjà quelque chose, vous savez. Mais je devrais placer un mot sur l'agriculture qui, dans ce budget, n'a même pas 10%. On est dans moins de 5%. On parle de à peine 2%. C'est encore de problème. C'est encore de problème alors que c'est un secteur, on parle de diversifier l'économie congolaise, mais on ne fait pas d'efforts de ce côté-là. Donc je crois que c'est encore les débuts. Pourtant, on a une terre qui est bénie. Qui est bénie. Beaucoup d'hectares de terres arables, comme on veut les répéter à tout bout de champ. Mais écoutez, il faut faire des efforts. Il faut encore durcir les tons. Il faut resserrer le rang. Il faut que les choses soient bien faites. Merci, Jacques Dromont, 1 minute. Merci madame de nous avoir reçus ces jours. Je voudrais tout simplement dire que les prévisions, elles sont bonnes sur papier. Nous attendons voir comment le Premier ministre va s'y prendre pour effectivement mobiliser les recettes afin que ces prévisions de dépenses soient exécutées. Pourquoi pas ne pas avoir un taux d'exécution de 95%, ce qui serait déjà quelque chose de très bien pour le pays et se projeter pour la suite. Mais je voudrais atterrir en disant il va falloir qu'on lorgne du côté de l'agriculture, c'est très important. Sans agriculture, ce pays ne sortira pas de sa pauvreté extrême. Merci actuelle. Jacques Dromont. C'est la fin de ce 45 minutes. Rendez-vous lors de la reddition des comptes pour savoir ce qui a été dit, a été réellement fait. Je rappelle qu'on recevait Ted Béléchaï, consultant financier et économiste. Merci d'être venu. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ben Boyan-Bouy, économiste également. Merci d'être venu, Ben. Et enfin, Jacques Dromont, analyste politique et économiste. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Retrouvez cette émission également sur notre chaîne YouTube Rita Bitota et aussi sur Digital Congo FM 106.5 tous les samedis et dimanches à 21h05. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous retrouve la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. Merci.